Aimables téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de notre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui vous amène au cœur de l'actualité politique, sportive, culturelle en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2023, premier jour de la semaine. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. J'espère ou nous espérons que vous n'allez pas vous lasser en suivant cette émission. Sur ce plateau, j'ai un invité, vous avez déjà l'habitude de le voir, il s'appelle Popol Djamani, c'est le président du parti politique Alliance de Valeurs Républicaines. Avec lui, nous allons parler des élections. La CENI a clôturé le 128 BRTC, c'est-à-dire le bureau de réception et de traitement des candidatures. Nous avons tous constaté un manque d'engouement dans les dépôts de candidatures. Nous ne savons pas cela est dû à quoi. Et en plus, nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons assisté à la marche d'endurance de FARDC le week-end dernier. Nous allons en parler sur ce plateau avec notre invité. Est-ce une façon de faire voir à nos agresseurs que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de se réveiller, ou on reste seulement dans cette logique de faire cette marche de façon que ces militaires qui sont restés en caserne pendant plus de 3 ou 4, 5 mois puissent faire cet exercice corporel. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre autour de ces deux thèmes. Je m'en veux déjà saluer mon invité. Bonjour, monsieur Popol. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le commandant de la ville, nouvellement promis, le général Blaise Kilimbalimba, a déjà pris 2 décisions. La première décision interdisant au PCR d'arrêter le chauffeur ou les conducteurs. Ils n'ont que le droit d'arrêter en cas d'accident. Et il a aussi signifié qu'aucun baisse de bureau ne sera signé. Pensez-vous que c'est un ouf de soulagement pour la population quinoise? Ben écoutez, merci pour votre invitation. Le nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa est en train de jeter les bases de sa nouvelle politique de gestion. Nous encourageons les motivations pour lesquelles il a trouvé bon de pouvoir épargner à nos concitoyens les drames que nous vivons tous les jours, mais nous espérons qu'il doit renforcer encore davantage. Il faudrait dire ici que nous avons un problème d'incivique, c'est-à-dire que même au niveau des conducteurs des taxis, que ce soit au niveau des conducteurs de taxi-bus, il faut essayer de renouveler, renforcer les capacités, mais que la police puisse être plus performante et répondre aux exigences voulues. Je ne sais pas si j'ai parlé dans votre plateau, parce que nous avons préconisé à ce qu'on puisse avoir une structure qu'on appellerait la régie de voies routières, qui permettrait à la fois d'aider la République en matière de production de l'usage de la route. Bon, ici, le commandant de la ville-province de Kinshasa estime que les personnes qui sont les bureaux 2 et puis on ne peut qu'arrêter qu'en cas d'accident, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il aille un peu plus loin dans sa réflexion. Voilà, nous savons tous aussi qu'il a un grand défi. C'est ces défis majeurs que tous les commandants de la ville de Kinshasa ont eu. Ce phénomène Kuluna, l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il pourra aussi essayer de pallier sur ces phénomènes. D'autant plus qu'il a dit qu'il y a certaines lois qu'il a soumises à la hiérarchie et il attend que la hiérarchie lui donne le quitus pour les exécuter. Ben, déjà, oui, bon, c'est bon. Écoutez, déjà, il faudrait que lui, en tant que commandant de la ville de Kinshasa, il a des projets. Et en format de projets, comme il a déjà soumis au niveau de sa hiérarchie, mais qu'il faut qu'il ait des réunions de comités structurels. Cela veut dire, par exemple, au niveau de la délivrance des machettes, est-ce qu'on ne peut pas interdire à des citoyens qui ne sont pas dans l'agriculture, dans les domaines agricoles, de pouvoir détenir, parce qu'on considère qu'au jour d'aujourd'hui, la machette
peut être classée comme étant une arme blanche. Oui. Et donc, si on interdit la production ou la délivrance ou l'achat, de cette arme blanche à des citoyens qui ne sont pas de la catégorie des agriculteurs, à ce moment-là, il aura gagné le pari de pouvoir baisser un peu la tension. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je l'invite en tant que Congolais, je l'invite en tant qu'autorité provinciale de Kinshasa, avec le concours du ministère de l'Intérieur, à lancer l'opération une machette $50. Une machette $50, comme ça, on aura cette perspective-là de pouvoir récupérer les machettes, et surtout que nous sommes en période de jeu de la francophonie. Je crois que en lançant cette opération une machette $50, la plupart de ceux qui utilisent les machettes mais qui ne sont pas de la catégorie des agriculteurs vont déposer ces machettes, et ça va permettre maintenant à l'État et à des services appropriés de pouvoir identifier ces machettes, identifier les personnes qui sont venues les déposer. À ce moment, ça va créer une base de données. Ça va créer une base de données, et ensuite, il y a plusieurs perspectives à faire. Vous savez aujourd'hui que nous avons une insécurité très grandissante. Nous avons le phénomène kidnapping, oui. Et j'ai cru comprendre que c'est la garde républicaine qui va accompagner les athlètes qui vont être là pendant les séjours de la francophonie. Mais j'estime que nous devons faire encore plus. Nous devons revitaliser les services de la caméra, surveillance. Nous devons revitaliser certains services d'approche, d'appointe, pour permettre à ce que le commandant qui arrive puisse faire son travail dans toute quiétude, mais aussi qu'il ait des moyens suffisants. Qu'il ait des moyens suffisants. Nous, en tant que structure politique, nous avons écrit à l'autorité, aujourd'hui ça fait pratiquement 3-4 ans, mais nous pouvons le rappeler sur votre plateau, pour pouvoir demander à ce que nous puissions mettre des caméras dans les uniformes des policiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dérive qui est constatée dans les chefs de policiers, parce que ça va à l'encontre des droits des citoyens congolais. Donc, est-ce que, avec le service que nous avons proposé à l'autorité compétente, est-ce qu'on peut avoir des caméras cachées au niveau des uniformes des policiers de roulage, pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils interpellent les Congolais à réglementer les problèmes sécuritaires. Voilà, c'était juste là un sujet pour introduire l'émission. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Élection 2023, on en parle. Ça continue à faire couler encre et salive. Est-ce que réellement, le 20 décembre 2023, nous aurons des élections? S'il faudra poser la question au président de l'AVER, nous connaissons la position de l'AVER qui a dit qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Mais nous allons nous appesantir sur la clôture de dépôt de candidature. Il n'y a pas eu assez d'engouement dans la logique de dépôt de candidature. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce manque d'engouement? C'est le consensus. C'est le consensus qui est à la base de ce manque d'engouement. C'est le consensus qui est à la base de cet élan de cohésion nationale. C'est le consensus parce qu'il y a certaines autorités politiques qui estiment qu'ils ont plus de pouvoir que les autres. Vous savez, l'article 63 de la Constitution veut que toute autorité nationale puisse avoir à cœur et avoir ses devoirs de protéger l'intégrité territoriale. En 2018, nous avons eu, comme liste définitive de candidats députés nationaux, plus de 15 335 députés. Oui. Okay. Aujourd'hui, et là, quand je parle de 2018, 15 335 députés, c'était à la fois ceux de la majorité présidentielle sous Joseph Kabila, mais aussi ceux de l'opposition, la Mouka, Cash et consorts. Ça veut dire que là, on avait quand même ce jeu démocratique qui a été démontré. Aujourd'hui, lorsque vous allez, nous attendons évidemment la publication que va faire le président Denis Kadima quant au nombre de candidatures, oui. Vous constaterez peut-être que nous aurons 80 ou 90% issus d'une seule famille politique. Ici, je vois l'Union Sacrée. Donc, cela veut dire que les membres de l'Union Sacrée estiment qu'eux, ils sont préparés pour représenter les peuples, mais ils ne veulent pas mettre une disposition constitutionnelle qui veut que l'opposition soit représentée dans les institutions. Mais est-ce qu'il faut céder aux caprices des opposants? Parce que la CENI les a convoqués, ils ont posé de préalables, mais la CENI a fait voir aux opposants que, vu le temps qui nous restait, il était difficile, entre autres, de refaire l'audit du fichier électoral par une organisation indépendante. À l'heure actuelle, nous sommes à 5 mois des élections. Est-ce qu'il fallait seulement
revenir dans ces caprices de l'opposition? J'aimerais inviter le président Denis Kadima à aller lire l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt 0089 de 2015. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait instruit la CENI à pouvoir prendre des mesures idoines pour éviter tout blocage du processus électoral. Cet arrêt existe. Et aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer à tout moment. Cela veut dire quoi? Lorsque les acteurs politiques, ceux qui sont dans la joute électorale, insistent pour qu'il y ait plus d'inclusivité, il n'appartient pas à celui que nous avons mandaté à la CENI, de pouvoir réfuter. Parce qu'en fait, le jeu politique est fait avec des acteurs politiques, est fait avec des partis politiques. Il n'est pas normal qu'à ce jour, que le président Martin Fayulu, qui était deuxième d'après la publication de Corneille Nangaa, et son parti, ne puisse pas avoir des représentants au jour d'aujourd'hui lorsque Denis Kadima clôture les dépôts de candidature. Il n'est pas normal. Mais il y a eu même prorogation, mais il n'est pas déposé. Mais parce que c'est pour je vous dis qu'il y a une disposition, il y a un arrêt de la Cour que Denis Kadima, qui est président de la centrale électorale, peut exploiter. Je le renvoie à lire l'arrêt RC RConf 089/2015. Ça existe. Et même cet arrêt a été signifié à la CENI. Qu'ils aillent lire. Ils ont un service d'archives, qu'ils aillent lire. Ils ont des juristes. Donc, aujourd'hui, il est invraisemblable que l'AVR, parti politique et sentinelle des institutions, estime que le 20 décembre 2023, il y aurait élection. Parce que celui qui fait l'architecture électorale en 2018 s'appelle Joseph Kabila, accompagné de Corneille Nangaa. Et aujourd'hui, Joseph Kabila et sa famille politique ne se retrouvent pas, ça pose un problème. Aujourd'hui, vous avez... En 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections. Oui, cela n'a pas empêché à ce que nous ayons des élections. J'ai suivi des acteurs politiques de cette famille politique, de chefs de l'État, de l'UDPS, préconiser ou prétendre qu'en 2006, Etienne Tshisekedi n'a pas participé aux élections. Mais il faut comprendre la logique de Etienne Tshisekedi. Il n'a pas déjà accompagné le processus du référendum. Et donc, il était aberrant de comprendre que quelqu'un qui a refusé de participer au référendum puisse présenter des candidats sur une constitution dont il ne voulait pas. Comment voulez-vous dire aux gens, en 2006, je ne veux pas avoir cette femme, je ne veux pas prendre cette dame pour femme, pour épouse, mais en même temps, en 2006, vous avez avec la même femme que vous refusez devant, en public, vous donnez des enfants. C'était illogique. Raison pour laquelle, quand en 2011, il y a une modification de certaines dispositions constitutionnelles dont je pense que ça entrait dans la ligne de compte de la défense de l'UDPS, il a participé aux élections. Et donc, aujourd'hui, vous prenez le cas du parti de Moïse Katoubi. En 2006, en 2018, c'est ce parti qui, avec d'autres forces politiques, ici je vois le MLC, la FDC, qui ont créé une nouvelle majorité présidentielle pour le compte de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, avec la mort de l'un de leurs cadres, est-ce que l'ensemble pour la République ont-ils déposé leur candidature? Est-ce que Christelle Vouanga a-t-elle déposé sa candidature? Est-ce que Safou a-t-il déposé sa candidature? Est-ce que Mike Mukibayi, qui voudrait aussi être député national, a-t-il déposé sa candidature? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les partis est endeuillé. Et donc, puisqu'il y a une structure des enquêtes internationales qui vont être menées dans le cas de l'assassinat de Chéribe Okende, je pense que le parti a estimé que nous devons mettre un stop sur le processus électoral. Je ne suis pas porte-parole de ce parti, mais je réfléchis en tant que scientifique, je réfléchis en tant que républicain et je réfléchis en tant que sentinelle de l'institution. Donc, le président Denis Kadima devra comprendre qu'il y a déjà un arrêt de principe qui peut lui permettre de trouver des mécanismes pour pouvoir débloquer la situation. Estimer aller contre vents et courants pour vouloir que le président Félix Tshisekedi Fachi Béton, que nous soutenons comme candidat indépendant, nous, à Vert, aux élections de 2025. Pas candidat de l'UDPS indépendant. Le président Félix Tshisekedi ne sera pas candidat de l'UDPS. Et encore moins, il ne sera pas candidat de l'Union sacrée. Il sera candidat indépendant parce que les Congolais qui ne sont pas de l'Union sacrée, les Congolais qui ne sont pas à l'UDPS voudront lui accorder un second mandat. Et donc, il ne peut pas aller avec une étiquette déjà figée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau de l'Union sacrée, que ce soit au niveau de l'UDPS. Donc, pour revenir, ici, j'estime que
la balle qui a été lancée entre le président Tshisekedi et Joseph Kabila tout à l'heure, parce qu'il y a eu une conversation de muet. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste pour chercher l'inclusivité ou vous avez reçu de sources fiables que cette conversation a bel et bien eu lieu? Entre le président Tshisekedi et... Il y a une conversation. Le président Tshisekedi a bien conversé avec Joseph Kabila. Pour le comprendre, il faut avoir un regard particulier. Lorsque le président Tshisekedi vous dit que s'il y a quelque chose qu'il regrette, c'est la séparation entre le FCC et le CACH. Et de l'autre côté, lorsque le président Joseph Kabila vous dit que s'il y a une séparation, ce n'est pas par rapport au poste, mais c'est en rapport, avec l'irrégularité constatée dans le chef de la désignation des juges de la Cour constitutionnelle. Il y a eu échange, il y a eu communication entre des leaders politiques, l'un président de la République qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, qui estime qu'il aurait bien voulu continuer à être avec Joseph Kabila, malgré, et Joseph Kabila qui estime que nous ne sommes pas séparés pour des questions des postes ministériels, mais pour des questions de principe sur la Constitution, parce que Joseph Kabila estime être légaliste. Et donc, il y a eu un langage, il y a eu une communication muette qui s'est prononcée. Et nous, en tant que sentinelles des institutions, nous voulons que nous puissions formaliser ces langages parce qu'au moment où nous parlons, les impérialistes veulent diviser les nationalistes. Les impérialistes qui ont des représentants qui veulent avoir des postes au niveau de la République démocratique du Congo veulent diviser les nationalistes. Or, au moment où nous parlons, nous avons deux nationalistes. Après Lumumba, après Kasavubu, après Mouzé, après Mobutu, il y a deux nationalistes, nous avons Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. Vous pensez que quand vous dites que Joseph Kabila est nationaliste, les Congolais ou les Congolais qui nous suivent le perçoivent de la même manière que vous? Oui, je pense, parce qu'il y a certains qui pensent qu'il n'est pas congolais, mais moi j'estime que ces débats étaient balayés par la Cour constitutionnelle. Il y a certains qui pensent que c'était un instrument de Rwandais. Moi j'estime qu'il a fait 18 ans au pouvoir et que Dieu l'a accompagné. Il a gardé le pays dans toute son intégrité territoriale et il a remis ce pays-là à ceux qui pensent qu'il a remis à un Congolais. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas plus grand nationaliste que Joseph Kabila, que d'autres Congolais. Parce que si Joseph Kabila était rwandais, parce que les gens vont dire que Joseph Kabila a mis à lancer les infiltrés à tous les niveaux, tout ça, j'ai dit non. Les gens n'arrivent pas à lire l'histoire de ce pays. Il faut lire l'histoire de ce pays pour comprendre ces choses. Lorsque nous sommes allés à Sun City, la communauté internationale, déjà, avant Sun City, en 1994, lorsqu'on a demandé qu'on puisse avoir les génocidaires au Congo, prendre les Rwandais qui ont quitté les génocides, ils sont arrivés. C'est la communauté internationale qui a voulu à ce que le Rwandais puisse entrer sous le sol congolais. Et ils sont entrés armés. Et lorsqu'il y a eu cette guerre qui a voulu séparer les Congolais parce qu'il y a eu l'entrée de l'AFDEL et tout ça, nous sommes allés à Sun City, la même communauté internationale nous a demandé de faire le brassage et le mixage. Aujourd'hui que celui qui a supporté le poids de toutes ces critiques, de toutes ces revendications, estime que je le remets maintenant à un natif des pères et des mères. Il est plus nationaliste que vous et moi. Moi qui suis Congolais des pères et des mères, je n'ai pas eu la trompe de faire ce que Joseph Kabila a fait. Je n'ai pas accepté d'avoir 1+4. Je n'ai pas accepté de partager mon pouvoir. Et donc, aujourd'hui, Joseph Kabila est nationaliste, et aujourd'hui, il y a un autre nationaliste qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Papa Djamani, pour quitter ce thème sur les élections, que faudra-t-il faire s'il faudra que la CENI fasse quelque chose pour sauver ce processus électoral? Je vous rappelle que la CENI doit saisir la Cour constitutionnelle comme en 2015 pour pouvoir expliquer qu'il y a un blocage qui va se produire et qu'il faudrait que la Cour constitutionnelle lui donne des prérogatives nécessaires à l'instar de 2015. Et à ce moment-là, Denis Kadima pourrait permettre à ce que les acteurs politiques que nous sommes, nous allons nous retrouver autour d'une table, écouter les revendications de Joseph Kabila, écouter les revendications de Fayoulou, écouter les revendications de Matata Mponyo, écouter les revendications du ministre Adolphe Mouzi, écouter les revendications de Denis Sanga, et à ce moment-là, le président Félix Tshisekedi donnera sa vision. Donc, nous rentrons dans une logique de dialogue interdiocésain. Aussi longtemps qu'à l'heure actuelle, certains proches du régime réfutent déjà l'Église catholique, qui vont assurer ces bonnes auspices pour que ces dialogues aient effectivement lieu.
Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai aimé la position qu'a pris le chef de l'État lorsqu'il va rencontrer des membres d'autres pays qui sont en conflit. Il a écouté toutes les parties. Et déjà, à ce moment-là, il a cette sagesse pérenne, okay, de pouvoir dupliquer cette pratique au niveau des Congolais. Donc, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, que nous réfutons l'Église catholique, que nous réfutons l'Église des réveils, il faudrait que les Congolais se mettent d'accord. À ce moment ici, ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait un éveil nationaliste. Le pays est en proie de la balkanisation. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi ira déposer sa candidature, en tant qu'indépendant évidemment, pour pouvoir prétendre avoir un second mandat, les ennemis ou ses adversaires politiques vont brandir que le président Félix-Antoine Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas pu garder l'intégrité territoriale. Raison pour laquelle nous, sentinelles des institutions, nous estimons que nous ne devons pas laisser que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse aller dans ce sens-là. Ramener les Congolais autour d'une table, préconiser un dialogue qui va non simplement mettre fin au processus de balkanisation, mais communiquer autrement vis-à-vis de nos partenaires. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le président Sassou, qui va négocier avec son frère Kagame. Alors que... On en parlera dans les... Ok, voilà. Donc, pour dire que il est grand temps que le président Félix-Antoine Tshisekedi, Momemi Maki, parce que lorsque vous portez les chapeaux de la République démocratique du Congo, vous aspirez à être déclaré Momemi Maki. Momemi Maki, Fachi Beton, Mukwa Tongolo, et qui s'inspire, ok, de la sagesse de ses pères fondateurs, ok, pour pouvoir mettre les Congolais ensemble afin de discuter pour la nation. Voilà, nous allons aborder le second thème qui est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, nous avons tous assisté à la marche d'endurance des FARDC. Est-ce une façon de montrer à nos agresseurs que ce géant qui est la RDC est en train de se relever, ou juste une façon de montrer que la République démocratique du Congo aussi a une armée? Bon, ce n'est pas une première fois que nous le voyons. Hein. Cette démarche-là, ce n'est pas une première fois. Mais simplement, ce qui est important, c'est que le message est passé. Le message est passé, ça veut dire que la République démocratique du Congo, l'armée congolaise, les forces de défense de la République démocratique du Congo sont vraiment en train d'être rebaptisées. Et ça, c'est un message fort que le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé vis-à-vis des ennemis de la République démocratique du Congo. Maintenant, il appartient à cette force, ok, de se multiplier davantage, que ça quitte simplement une brigade ou un secteur précis, ok, pour que ça entame vraiment toutes les unités des forces terrestres de la République démocratique du Congo, forces aériennes, forces terrestres, forces navales. À ce moment-là, nous allons démontrer notre puissance. Mais il est important de rappeler une chose aussi, c'est que cette force, on aurait dû la voir le 30 juin, parce que c'est un moment où les Congolais devaient savoir qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, 63 ans après. Mais le président Tshisekedi a pensé utile, je pense qu'il a pensé utile, avec ses services appropriés, que cet exercice des marches, organisé peut-être de manière périodique, peut aussi permettre, si ce n'est que pour le tape-play, je ne pense pas. Il a voulu démontrer qu'il est en train de faire avancer l'armée, tel qu'il a promis, et à la fin de son mandat, vous allez constater que les territoires occupés vont... Qu'est-ce que vous dites de ce tweet de l'ancien secrétaire d'État américain, Herman Cohen, qui dit, je cite, « Félix Tshisekedi est une tortue qui cache sa vraie nature. Pour en savoir plus, observez bien sa façon de faire les choses. » Excusez-moi, je suis un peu grippé. « Il est juste genou, il gagne le temps, mais quand il sort sa tête, il frappe et vous laisse dans une confusion totale. Un civil ne peut pas organiser une armée ainsi. Tshisekedi joue aux victimes, mais en réalité, c'est un gagnant. C'est ça même l'inquiétude de la communauté internationale, car jusque-là, on ne maîtrise pas encore bien sa nature. » Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce tweet
Bon, écoutez, c'est un haut représentant qui a occupé des grandes fonctions à travers son pays et dans des structures spécialisées internationales. Mais bon, écoutez, ce sont des déclarations. Pourquoi? Parce que l'on a perçu ces choses sous Mobutu. L'on a perçu ces choses sous Joseph Kabila. Et aujourd'hui, on arrive à percevoir ces choses sous Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, ce qui est important pour nous en tant que Congolais, en tant que nationalistes et républicains, c'est que la République démocratique du Congo doit se réveiller. Doit comprendre quel est son ancrage sous le processus de la mondialisation, de la globalisation. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo est capable de vendre pour d'autres pays qui estiment avoir besoin de services de la République démocratique du Congo? Lorsque nous aurons fait une étude assez approfondie et que nous aurons trouvé des conclusions, nous pourrons remédier à éviter ces genres d'analyse. Parce que aujourd'hui, il fait une analyse. Mais hier, il a fait une autre analyse. Lorsque Chéribin Okende était décédé, il a parlé de la mort de la démocratie. Lorsque le président Tshisekedi se sépare avec Kabila, il a fait aussi un tweet. Mais quand le président Félix Tshisekedi dit qu'il regrette la séparation. Donc, à ce niveau-là, ce sont des déclarations des analystes politiques que je respecte bien vu son statut. Mais ici, ce qui est important pour nous en tant que républicains, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de nous remettre en cause. 63 ans après l'indépendance, il est possible à ce que nous puissions nous remettre en cause, nous dire clairement, les yeux dans les yeux, face à face, Congolais et Congolaises, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi nous avons un taux d'infiltrés? Pourquoi les ressources minières ne profitent pas aux Congolais? Qu'est-ce que nous devons faire dans tel ou tel secteur? Ce n'est qu'à ce moment-là que nous construirons un planning 2050, 2100, 2000, je ne sais pas moi quoi, et nous mettrons des acteurs politiques susceptibles d'accompagner ces changements-là. Sinon, nous serons toujours à la botte et la merci d'une certaine communauté internationale. Aujourd'hui, quand nous avons des problèmes qui nous dérangent, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous avons tendance à nous retourner vers le Congo-Brazzaville pour essayer de puiser dans la sagesse de Denis Sassou Nguesso. Nous avons tous vu que Denis Sassou Nguesso a été couronné par Paul Kagame le week-end dernier. Or, Paul Kagame, c'est notre agresseur principal. Une personne à qui vous allez vous confier, mais parle avec votre ennemi. N'est-ce pas que ce Denis Sassou Nguesso devient un traître pour la République démocratique du Congo? Bon, ça dépend de quelle position nous voyons cette chose-là. Denis Sassou Nguesso joue le jeu d'un président de la République. Il recherche les intérêts primordiaux pour son pays. Il nous appartient à nous, raison pour laquelle, je venais de dire tout à l'heure, qu'il est plus préférable pour les Congolais de se mettre d'accord sur des pistes de solutions envisageables et de savoir avec quels sont nos nouveaux partenaires. Sinon, nous allons continuer à faire du tâtonnement. Lorsque le président Sassou Nguesso, auprès de qui certains, en fait, nos deux présidents, ici je vois Joseph Kabila et aujourd'hui le président Félix-Antoine Tshisekedi, allaient généralement le voir pour s'acquérir, pour trouver une certaine sagesse, lorsqu'il y avait certains conflits en République démocratique du Congo, se donne à cœur ouvert d'aller voir son frère et son voisin, Paul Kagame, alors que il sait pertinemment bien que la République démocratique du Congo, qui a une ville proche à la sienne, est en proie et en froid avec son ami et son voisin, ça nous remet en question sur une certaine diplomatie. Mais ça nous ouvre des portes. Quelles sont ces portes pour lesquelles ça nous ouvre? C'est cette cohésion nationale, cette unité, ce rapprochement entre Congolais et Congolaises. C'est ça. En fait, c'est là qu'il faut comprendre le nouveau dynamisme qui doit être créé. Une fois que nos partenaires se livrent à cœur joie, à nous démontrer où sont leurs vrais intérêts, à ce moment-là, la République démocratique du Congo, les fils et les fils de la République démocratique du Congo doivent se réveiller
rêver ensemble le nouveau nationalisme et dire comment est-ce que nous allons juguler le problème à venir. Parce que, en fait, la guerre ou le problème d'occupation est en train de quitter lentement mais sûrement l'Est pour s'attaquer vers l'Ouest. Et si on n'y prend pas garde. Donc, à ce moment-là, la communauté internationale, auprès de qui le chef de l'État a démontré noir sur blanc que nous sommes attaqués par Paul Kagame et ses supplétifs du M23, ils n'ont jamais été condamnés. Alors que, au jour, à l'heure où nous parlons, il y a un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Parce que Poutine estime se battre pour le Donbass ou en Ukraine. Mais ici, chez nous, on démontre, les rapports des Nations Unies, les rapports des experts internationaux démontrent à ce qu'il y a les forces armées rwandaises qui crèment la terreur, qui violent à travers ce supplétif du M23. Nous n'avons pas vu le procureur lancer un mandat contre Paul Kagame. Quand le Rwanda publie un communiqué disant que les FDLR devient une menace pour eux, alors que nous savons tous que les FDLR vivent en République démocratique du Congo, pour ne pas se voiler la face, le FDLR ne constituait plus un danger pour la République démocratique du Congo. Mais à l'heure actuelle, selon le communiqué du porte-parole du gouverneur de Nord Kivu, qui a stipulé que le Rwanda est en train d'armer les FDLR pour attaquer le Rwanda et faciliter au Rwanda de venir répliquer sur ces attaques sur des sols de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport à tout cela? Parce que ce cri d'alarme, apparemment, est passé sans avoir apporté de fruits. Or, c'était une sonnette d'alarme. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde est plus emporté sur le jeu de la francophonie, auquel nous souhaitons bon vent, bonne chance, mais la situation sécuritaire de la République reste primordiale. Quelle est votre lecture par rapport à ces faits-là? Je viens de vous dire ici qu'il est important. Vous savez, il ne manque pas d'intelligence en République démocratique du Congo. Il ne manque pas d'intelligence. S'il ne manque pas d'intelligence, qu'est-ce qui manque à la République? Ce qui manque plutôt à la République démocratique du Congo, c'est l'esprit managérial. Ce qui manque à la République démocratique du Congo, c'est la volonté de faire bien, pas pour moi, mais pour les générations futures. Parce que lorsque vous allez dans les universités en République démocratique du Congo, vous pouvez trouver forcément un étudiant qui a parlé de cette problématique, qui a trouvé une solution à cette problématique. Mais le ministère de la Recherche scientifique s'en passe. Et nous subissons l'agression. Vous savez, lorsque le Rwanda se prépare à accompagner Mouzé en 97, ok, le Rwanda avait déjà un programme de gouvernance de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Puisque le Rwanda sait que la mamelle financière, minière, technologique qui pourrait lui permettre de se développer, d'être au même diapason avec les pays, entre guillemets, en voie de développement, ok, et en République démocratique du Congo. Il avait compris ça, le Rwanda avait compris cela. Nous savons depuis des lustres, sur les bancs de l'école, que la République démocratique du Congo est potentiellement riche. Mais aucun secteur, aucune étude scientifique, aucun enseignant a démontré, lorsque nous étions sur les bancs de l'école, voici tel produit pour faire telle chose. Voilà les orientations que je vous donne, vous, étudiants chevronnés, pour pouvoir développer demain la République démocratique du Congo. Et nous sommes plus allés, on s'est plus donné dans le droit, l'économie, l'informatique, que des professeurs qui nous voyaient, qui voyaient déjà notre intelligence, nous dire
voici tel secteur que vous aurez. Aujourd'hui, je vois avec le ministre Tony Mwamba qui a repris ici ce qu'on appelle le cycle d'orientation. OK? Mais il faut renforcer encore ce cycle d'orientation. Il faut donner des structures pour que ceux-là qui acceptent de suivre la politique gouvernementale sur les futurs métiers que la République démocratique du Congo voudra créer pour sa génération, pour sa jeunesse, ok, doit être renforcé. Aujourd'hui, le Rwanda se prépare à nouveau à nous attaquer. Nous nous préparons à donner les moyens à nos militaires. Nous nous préparons à recruter. Ok? Parce que je vois, il y a une loi de programmation, il y a un programme pour recruter les jeunes et tout ça. Mais sur le plan technicité, nous sommes en retard. Sur le plan du formalisme, du renforcement des capacités, ok. Nous avons les matériels qui vont venir, nous allons acheter l'armement, nous avons le nombre accru de nouvelles recrues, ok. Mais nous avons un problème sur la technicité. Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas préparés. Et donc, raison pour laquelle, lorsque je parle ici, qu'il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table, c'est pour élaguer, c'est pour donner des pistes et des solutions sur le réveil du grand éléphant de demain. Si nous n'avons pas pu le faire en 2016, parce qu'il y avait des velléités politiques, nous pensons que à ce jour, ok, après avoir donné, d'après une certaine couche des Congolais, le pouvoir à un digne fils de la République démocratique du Congo, nous pouvons nous regarder ensemble pour dire, voilà, comment est-ce que nous allons aller. Ne pas le faire aujourd'hui, c'est cautionner encore la bêtise de demain. Ne pas le faire aujourd'hui, c'est cautionner encore la bêtise de demain. Mais à l'heure actuelle, il y a des Congolais qui meurent. Nous perdons chaque jour des Congolais par rapport à cette agression rwandaise. C'est vrai que l'armée est en refondation, mais nous avons quand même des militaires qui ont plus d'expérience. Nous pleurnichons à tout moment que l'armée est infiltrée, l'armée est infiltrée. S'il faudra que la République démocratique du Congo prenne des décisions pour essayer de laguer cette guerre qu'il y a dans la partie Est, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la partie Est, mais vous avez aussi dit que cette guerre-là est en train de s'étendre vers l'Ouest. Et demain ou après-demain, ça finira par devenir comme nous le vivons à l'Est. C'est vrai que nous préparons à long terme, oui, nos moyens de défense, mais à court terme, qu'est-ce que nous devons faire réellement pour avoir des solutions et que nous puissions élaguer tout ce que nous avons comme tuerie dans cette zone Est de la République et aussi votre mot de la fin parce que nous touchons déjà vers la fin de l'émission. Bon, à court terme, je voudrais que j'inviterai le gouvernement à sensibiliser davantage les ambassades, la communauté internationale sur une nouvelle approche de développement gagnant-gagnant. C'est-à-dire? C'est-à-dire envoyer des émissaires dans le monde, ces émissaires qui ont besoin des produits frais de la République démocratique du Congo, qui puissent venir directement traiter avec le gouvernement. Créer des structures panafricaines, régionales, dans les pays occupés, dans les zones occupées en République démocratique du Congo, avec des nouveaux partenariats. Ça va influencer quoi? Ça va influencer que lorsque vous avez par exemple la Chine qui veut déployer des nouvelles technologies avec Huawei, ok, et que la Chine va installer une nouvelle structure à Lituri, par exemple, mais les Chinois ne voudront pas qu'il y ait des tueries. Vous comprenez? Oui. Si nous créons, par exemple, un centre régional des formations, d'échanges technologiques, ok, au niveau de Goma ou au niveau de Rutshuru ou de Bunagana, et nous invitons l'Afrique du Sud, la Zambie et tout ça à contribuer, ok, oui. le Rwanda ne va plus s'hasarder parce que
ces pays-là auront besoin de tirer le profilage, ok, qui ressortirait, ok, de ces études à ce niveau-là. Et entre-temps, nous sommes en train de former. Entre-temps, nous sommes en train de recruter. Entre-temps, nous sommes en train d'équiper. Entre-temps, nous donnons les moyens nécessaires à notre armée et nous changeons notre diplomatie. Ok? Ça, c'est pour moi des évidences à court terme. Mais également aussi, nous devons, comme j'ai toujours dit et je le répète, mettre en retraite tous ces Congolais qui ont été militaires ici de Sun City. Comment? Selon le cas. Voilà. Ok? Nous prenons cas par cas, tous ces Congolais-là qui sont issus du brassage et mixage, nous les plaçons en retraite. Et ils peuvent être rappelés au moment opportun dans des questions spécifiques. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je vous remercie de m'avoir choisi comme invité de cette semaine. J'invite les Congolais et les Congolaises à être très regardants parce que la situation politique de l'heure est très préoccupante. Mais aussi, je demande leur indulgence pour qu'ils comprennent que 2023, les élections n'auront pas lieu. Les Congolais et les acteurs politiques que nous sommes, nous allons nous retrouver pour pouvoir discuter. Et pour notre part, en tant que sentinelle des institutions, nous voudrons que le président de la République mette dans la table des négociations la révision constitutionnelle. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de notre invité que nous bouclons cette édition. Je m'en vais remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Il y a mon frère Samuel, il y a Enoch à la prise de vie, il y a Dambenge et Galor Mouya, que nous appelons communément Coco Mouya, à la régie finale. Je m'en vais saluer une dame, elle s'appelle Noursia Kajinga Ouetou. Bon début de semaine à vous. Et je salue un frère depuis la cité de Lukala, il s'appelle Serge Kibamba. Merci beaucoup. Naba reproche Nyoso Salarabi Sotangolanda émission na YouTube. Ça nous fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner sur Fondation Maloua Télévision et continuez à nous écrire quand vous avez des suggestions ou des propositions à nous faire. On se retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Bye bye.